Pauline. Bonsoir Edwige. Bonsoir. Justement, imaginez sur votre Europe à 6. Les Allemands disent banco, on achète mais on veut pas de la France parce que la France n'a pas su se réformer. On fait quoi? C'est la question qu'on évoquait juste avant. C'est que précisément pour que la France soit crédible, il faut qu'elle commence par se réformer. Oui. Vous avez parfaitement raison. Oui, mais donc c'est votre schéma. Un scénario, il est possible, il peut exclure la France en l'occurrence. Mon scénario n'est possible que si la France commence par bouger et qu'elle commence par faire le travail. Vous avez parfaitement raison. Alors on est d'accord. Sur casser l'euro, vous avez dit non, il faut le maintenir. En même temps, on voit bien que l'euro, ça pénalise, ça peut pénaliser notamment les entreprises. On va en parler évidemment dans un instant. Est-ce que vous dites quelque part qu'il faut changer peut-être la politique de la Banque Centrale Européenne? Ce qu'avait indiqué du reste dans son discours de politique générale Manuel Valls en disant qu'il faudrait une politique qui soit plus expansionniste. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? D'abord, je voudrais juste, si vous me permettez 2 secondes, expliquer pourquoi je crois qu'il faut garder l'euro. Le fait d'avoir les Allemands avec nous permet d'avoir un euro qui est plus solide. Un euro qui est plus solide, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'époque du franc, les taux d'intérêt qu'on avait étaient aux alentours de 10 à 11%. 10 à 11% de taux d'intérêt. Vous imaginez avec ce que sont aujourd'hui les difficultés des Français pour devenir propriétaires, investir dans l'immobilier, avec des taux d'intérêt qui sont à 3 à 4% avec l'euro, ce que ce serait avec une monnaie à 10 à 11%. Le deuxième exemple, si on sort de l'euro, on aura une monnaie qui vaudra moins. Vous regardez votre compte d'épargne, en concret, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout l'argent que vous avez mis de côté, d'un coup, aura 20 à 30% de sa valeur qui disparaît. Vous m'interrogez sur mes différences par rapport au FN. C'est une différence majeure. Absolument, c'est pour ça que je reviens là-dessus. À la possibilité d'abandonner l'euro, parce que je pense que ça nous a plutôt protégés. Maintenant, il y a une question que vous posez, qui est, est-ce que l'euro est adapté à ce que doit être, en tout cas, ma conception de l'Europe, c'est-à-dire un territoire d'entreprise, d'emploi, un peu conquérant à l'export, de croissance. Ouais. De ce point de vue, il n'y a pas besoin d'écouter Arnaud Montebourg ou Manuel Valls. Mario Draghi, le directeur de la Banque centrale, lui-même le dit. Il dit, il faut que l'euro, le président, le dit lui-même, il faut que l'euro soit moins évalué, qu'il soit à un niveau qui soit plus compatible pour nos entreprises. Donc je soutiens cette position. D'accord, donc mais il ne faut pas revoir les statuts de la Banque centrale européenne et ses missions. Vous pensez que tel que... Parce que vous n'en parlez pas dans votre livre, c'est pour ça que j'insiste là-dessus. J'en parle dans mon livre, et notamment sur le pilotage de l'euro, il y a un problème. Il n'y a pas de pilotage politique. Ça ne veut pas dire qu'il faut enlever le rôle de Mario Draghi, mais il faut juste à un moment que les politiques aussi soient présents autour de la table. Et les équipes de la Banque centrale le demandent elles-mêmes. Je vais prendre un point de comparaison très simple. C'est l'indépendance de la Banque centrale européenne. Est-ce qu'il faut y toucher ou pas y toucher? C'est ça la question de fond. Par exemple, on a des groupes qui se réunissent à Bruxelles de façon permanente. On en a beaucoup, par exemple, dans le secteur de la défense, et tant mieux. On n'a même pas un groupe permanent à Bruxelles sur le pilotage de l'euro à un niveau politique. C'est de la folie. Voilà un exemple d'une vraie défaillance qu'on doit pouvoir changer. On va parler de protectionnisme national. Je ne sais pas si vous avez suivi ce dossier Alstom, avec en ce moment même une réunion du conseil d'administration du groupe industriel pour savoir si Alstom doit passer peut-être soit sous pavillon américain, avec General Electric qui rachèterait un gros morceau, en l'occurrence toute la partie énergie, turbine d'Alstom, soit une contre-offre possible de l'allemand Siemens. Est-ce que, avant de rentrer même dans les détails, est-ce qu'il faut brandir le protectionnisme européen et dire il faut d'abord une solution européenne, voire française? D'abord, la première chose, c'est que ce dossier d'Alstom est symptomatique d'un double décrochage. Le premier, il est symptomatique du décrochage industriel français. Il ne vient pas tout seul. Il date de 2004, on se souvient en l'occurrence. Là, ça vient après Peugeot, ça vient après Publicis, ça vient après Lafarge. Donc toute une série de domaines où on a l'impression que les entreprises françaises sont plus des proies que des prédateurs dans la compétition mondiale. Et ça m'inquiète. Et de ce point de vue, je suis quand même frappé par l'amateurisme dont on a le sentiment au niveau du gouvernement. Pourquoi ils ont réagi tout de suite? En l'occurrence, Arnaud Montebourg a dit qu'il était prêt à rencontrer le patron de General Electric, et puis quand il y a l'offre de Siemens, il dit attendez, on calme le jeu, on va voir ce qui se passe. Vous imaginez ce dont il est question? C'est pas n'importe quelle entreprise. C'est l'entreprise qui est impliquée dans l'autonomie énergétique de la France et les centrales nucléaires. C'est l'entreprise qui fait nos TGV. C'est ce qu'on appelle une entreprise stratégique. Oui, la partie TGV ne serait pas, en l'occurrence, partie transport. Mais vous estimez que le gouvernement et que Arnaud Montebourg, que Manuel Valls, que François Hollande ne sont pas à la hauteur? Parce qu'ils ont découvert le dossier. C'est quand même extrêmement inquiétant. Ça veut dire qu'ils découvrent un dossier de rachat d'une entreprise stratégique, notamment dans le domaine du nucléaire, et que le dossier s'apprêtait à être conclu 2 jours après. Si Patrick Cron, le président du groupe Alstom, n'a pas informé le gouvernement, comment ils ne peuvent pas le savoir comme ça? C'est extrêmement inquiétant. Ça veut dire qu'effectivement, il y a une défaillance au plus haut niveau sur la connaissance des enjeux industriels. Vous pensez qu'en Chine,
sur des entreprises stratégiques qui ne sont pas au courant de ce qui se passe? Vous pensez qu'aux États-Unis, sur des entreprises stratégiques pour eux, pour leur autonomie nationale, ils ne sont pas au courant de ce qui se passe? Est-ce qu'on leur a caché quelque chose, vous considérez, du côté du groupe Alstom en l'occurrence, ou c'est plutôt l'amateurisme du gouvernement? Ce que je considère, c'est qu'il y a un vrai amateurisme sur le suivi de ce dossier, parce que Alstom, c'est pas un dossier qu'on découvre. Non. Vous avez raison de le dire, c'est un dossier qui remonte à 2004. Nicolas Sarkozy l'avait sauvé une première fois. On savait que l'entreprise avait repris des difficultés depuis 2-3 ans avec des difficultés de financement. Et on a l'impression que tout d'un coup, on découvre cette offre. Ça m'inquiète. La deuxième chose, parce qu'on en parlait, là aussi, c'est quand même révélateur d'une défaillance européenne. Une absence de politique industrielle et énergétique. Parce que là, pourquoi est-ce qu'on est obligé de bricoler à la va-vite, potentiellement ou non, un rapprochement avec Siemens? Parce qu'il n'y a pas eu de vision stratégique. Et parce que Nicolas Sarkozy a justement refusé le rapprochement avec Areva pour créer ce géant du nucléaire auquel Nicolas... Non, sur Areva, et vous le savez, c'est Siemens qui avec oui, voulait. Vous savez que sur Siemens, ce géant du nucléaire. Vous savez que sur Siemens, c'est Siemens qui avait claqué la porte, notamment du rapprochement avec Areva. Donc sur ces questions-là, on est face à un immense défi qui, à un moment... Est-ce que l'Europe est capable de se poser, de dire voilà, il y a Siemens d'un côté, il y a Alstom de l'autre? Comment est-ce qu'on peut... C'est au niveau européen que ça doit se poser, la question? C'est évident qu'il y a une défaillance pour moi, et de vision industrielle européenne, et sur notre politique énergétique. Maintenant, la question dans laquelle on est aujourd'hui, c'est quoi? On a l'impression qu'on a juste deux choix. C'est-à-dire, soit on tombe dans les mains des Américains, soit on se fait racheter par Siemens. Pas un travail complémentaire, non, un rachat, c'est-à-dire Siemens rachète une partie des activités d'Alstom. Grosse partie, oui. Moi, ce que je demande, c'est qu'on ait autre chose. Et quoi? C'est-à-dire qu'on arrive... Une solution française? Mais Nicolas Sarkozy, je vous dis encore une fois, avait refusé cette solution française du nucléaire. Qu'on arrive à se poser, que l'État fasse en sorte de redonner du temps et qu'on se pose franchement autour de la table pour dire, au lieu de se faire racheter, on construit une vraie solution de stratégie industrielle avec une vision qui permette de faire émerger un géant européen. Est-ce qu'on en a les sous? En tout cas, donc c'est la solution Siemens que vous préconisez? Pas la solution où Siemens rachète. Parce que ça, c'est pas une solution européenne, c'est juste Siemens qui dépaisse une entreprise française. Ce qui est la seule chose qui peut avoir du sens, c'est un moment de construire un groupe européen. Et de ce point de l'énergie, c'est ce qu'avait dit du reste Arnaud Montebourg au départ. Oui, mais il n'a rien fait. Et ce que je dénonce, c'est qu'on a eu beaucoup de paroles, très peu d'actes. Et effectivement, on est face à un dossier qui mériterait un élan type Airbus européen, mais la solution Siemens bricolée à la hâte ne permettra pas d'accoucher d'un Airbus européen. Ça aboutira juste au fait qu'un Allemand rachète un Français. Ça, pour moi, c'est pas l'Europe. D'accord, donc vous dites, vous dénoncez cet amateurisme. Justement, vous parlez de Lafarge, donc qui a fusionné avec le groupe suisse Holcim, donc le siège en Suisse, Publicis, Omnicom, ça part effectivement aux Pays-Bas. Plus que la désindustrialisation, est-ce que c'est pas justement le poids, une sorte d'évasion fiscale déguisée, pardon, lapsus révélateur. Le terme est intéressant, je ne sais pas quoi vous pensez, mais il est intéressant. C'est l'énergie. C'est le gaz de schiste qui vous faisait fourvoyer. Non, pas du tout, c'est plutôt l'énergie en l'occurrence. D'accord. Évasion fiscale, quelque part des entreprises. Ce que je pense, c'est que juste il y a un moment, il faut qu'on soit lucide. On a affaire à un décrochage de nos entreprises. On a affaire à une baisse du taux d'emploi industriel en France. Pourquoi? Parce qu'on a massacré nos entreprises, parce qu'on met trop de charges sur elles, parce qu'on a trop de contraintes administratives, parce qu'on a une fiscalité qui change tous les jours. En 2 ans, on a fait le tour du monde des idées fiscales en France. Bon. Et donc tout ça aboutit à effectivement derrière des massacres industriels. Je crois que là-dessus, il est temps qu'on prenne tous conscience, je dis tout parti confondu, du fait qu'il y a urgence. On est dans une véritable guerre économique mondiale et au fond, nos entreprises n'y vont pas avec les mêmes armes que les autres. Et ça, si on veut garder de l'emploi chez nous, il faut qu'on réagisse. Est-ce qu'on peut nationaliser ponctuellement? C'est ce que disait Jean-Claude Mailly ce matin. Ouais, je ne suis pas du tout fermé à ce genre d'outils a priori. Pourquoi pas? Parce que c'est une entreprise stratégique. Je n'ai pas du tout le même raisonnement pour Lafarge et pour une entreprise comme Alstom. Alstom, c'est l'énergie nucléaire. Et Barack Obama, à l'époque, avait été capable de sauver GM, General Motors, en passant en partie par une solution de rachat. Quand on n'est pas sur les raisonnements bêta d'il y a 30 ans où on nationalise, mais qu'on est sur une solution transitoire pour permettre à une entreprise de se remettre dans le bon sens, pourquoi pas encore une fois? Mais il faut que ce soit avec un horizon stratégique. Et là, ce qui me gêne, c'est qu'on a l'impression d'un gouvernement qui est pro-dépourvu, qui apprend la nouvelle et qui, au fond, ne peut que faire à la va-vite des fausses solutions. Vous parlez de fiscalité, il y a des propositions qui sont sur la table, en tout cas les propositions du gouvernement de Manuel Valls, et notamment avec son plan de 50 milliards. Est-ce que vous êtes prêt peut-être à soutenir ce plan, en l'occurrence, peut-être sur une des parties, peut-être la partie recette, comme le disait Gilles Carrez, le président de la Commission des finances à l'Assemblée nationale, président UMP. Est-ce que vous pourriez soutenir ce plan en disant il y a quand même des bonnes choses? Et puis il faut raisonner justement hors cadre. Vous savez, ce plan, c'est comme un masque avec 2 visages. Oui.
Il y a un côté ici, un côté pile, et puis il y a un côté face. Le côté pile, qui est important, c'est de dire on va essayer de faire des efforts pour la compétitivité de nos entreprises et pour l'emploi. Ce côté-là, il est important. Ouais. Et il y a un côté face, qui est qui paye et comment c'est financé. Et ce côté face m'inquiète beaucoup. Parce que quand je regarde la réalité, ce que je vois, c'est qu'en fait, on continue comme les 2 ans qui viennent de s'écouler. L'effort majeur porte sur les Français et notamment sur les classes moyennes. Et les collectivités. Les collectivités, mais ça j'assume. Je suis maire. Moi, depuis que je gère ma collectivité, ça fait 5 ans. Je n'ai pas augmenté la dépense publique et ça fait 2 ans que je baisse les taux d'impôt dans ma ville. Et alors, quelle partie de votre main est la plus importante? C'est la partie pauvre ou c'est la partie extérieure? La partie malheureusement la plus importante, c'est la partie face. Parce que ce que je n'y trouve pas, c'est effectivement les économies sur la dépense administrative et sur le fonctionnement administratif. Donc vous ne Elles sont très lacunaires. Donc vous ne voterez pas? Et donc je ne le voterai pas parce que ce projet va essentiellement financer les mesures dans la poche des Français, alors qu'il faudrait essentiellement les financer par des efforts faits par les politiques sur le fonctionnement administratif. Mais est-ce que là vous raisonnez vraiment hors cadre, Laurent Wauquiez, pour reprendre le début de cette émission? David Cameron, quand il fait des économies sur l'Angleterre, il fait peser d'abord sur la dépense administrative. Matteo Renzi, quand il raisonne sur l'Italie, il fait d'abord peser les économies sur le fonctionnement de l'État. Angela Merkel, en Allemagne, elle fait d'abord faire les économies par le fonctionnement de l'État. En France, les économies, c'est qui? C'est les Français qui les font, c'est pas les politiques. C'est ça qui ne va pas. Vous dites que vous ne le voterez pas. Est-ce que vous pourriez simplement vous abstenir? Non, parce que pour moi, c'est contre. Pour moi, c'est un choix lourd que de continuer à financer la politique par des augmentations de pression sur le pouvoir d'achat des Français. Je pense que ça nous conduit dans l'impasse. Vous faites allusion à quoi, là? On nous dit qu'il y a quand même des économies qui sont sur la table. Mais très peu. Regardez, au total, on nous dit c'est formidable, il n'y a plus d'augmentation d'impôts. Ils ont juste changé les augmentations d'impôts par des non-revalorisations de prestations. Mais pour les Français, c'est exactement la même chose. Non-revalorisation de la politique familiale, que vous payez plus d'impôts ou que vous ayez moins d'accompagnement pour vos enfants, c'est la même chose à l'arrivée. Donc ce sont des mesures qui pénalisent essentiellement le pouvoir d'achat. Si on regarde l'addition, et c'est pas un journal dont je suis a priori proche, c'est Libération qui a fait l'addition, ça fera entre le début du quinquennat et la fin du quinquennat 22 milliards d'euros en plus sur les ménages français. C'est considérable, on est fous. Merci Edwige Chevrillon. Dans un instant, c'est Anna Cabana, grand reporter au Point, qui nous rejoint pour voir la cohérence de votre parcours. Laurent contre Wauquiez, à tout de suite.